Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, créée par un singe pour des singes. Aujourd'hui, cours un peu spécial, en lieu et place du cours sur Gaara que j'avais initialement prévu, je compte faire un cours plus large, beaucoup plus même, puisqu'on parlera de team building, de méta, de position et de compo. Pas de slide cette fois-ci, j'agrémenterai mon commentaire en live avec mon compte et le proxy. Bref, si vous êtes un débutant, ce cours est là pour vous aider à comprendre comment construire une team correcte avec des guillemets. Et si vous êtes un vétéran, elle ne vous est pas forcément nécessaire. Au mieux, il s'agira de rappel. On va donc commencer par parler des positions qu'on nomme communément P1, P2, P3 et P4. Chacune a un rôle différent et désigne vos personnages et l'ordre dans lesquels ils sont placés. Le P1 est le ninja de votre équipe qui jouera en premier, le P2 en deuxième et ainsi de suite. L'ordre est déterminé par deux choses, le positionnement qui commence en haut à droite sur cette case là et qui finit en bas à gauche sur cette case ici, et la statistique de première attaque qu'on détaillera un autre jour. Ici mon P1 est donc Sasuke, mon P2 Karin, mon P3 Hashirama avec mon héros en P4. Vous l'aurez compris de ce que je viens de dire, on commence de haut en bas et de droite à gauche. Donc, comme je l'ai dit, on attend en général certaines choses de chaque position. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. D'un bon P1, on attend en général trois choses. Des gros dégâts, ou au moins un moyen d'en faire, comme un scaling, une compétence qui lui permet d'augmenter ses dégâts tout simplement. Bien souvent une interruption, donc un moyen d'empêcher le P1 adverse de lancer son ultime. Très simplement, on pense à Minato Edo Tensei ou Naruto Hermite Rikudo par exemple. Et un outil défensif solide. L'immunité, l'esquive, la super armure, j'en parle à presque toutes les vidéos, vous les connaissez. Ici mon Sasuke dispose de 2 éléments sur 3. Il a de gros dégâts grâce à son second passif qui lui permet d'augmenter drastiquement son ninjutsu au fil des tours. Et il a la super armure qui l'aide à survivre, d'autant plus accompagné de ses chances de KO lorsqu'il est attaqué. Il ne dispose pas de l'interruption, mais il correspond à mes attentes pour cette équipe. C'est une équipe de tempo, il est censé briller dans les tours 5, 6 et plus. Il fait son boulot grâce à son passif, tout est bien. Le P2 est très souvent un support utilitaire, avec un moyen d'impacter le match dès le premier tour, sans pour autant perdre son utilité ensuite. Le plus souvent, il dispose d'un ultime de contrôle ou de temporisation, la capacité à ralentir le match pour le faire durer un peu plus longtemps donc, et à défaut une interruption pour empêcher l'ultime du P2 adverse. Il a également une capacité de soutien, souvent offensive comme un buff, ou défensive, des soins, un miroir, de la réduction de dégâts ou un bouclier tout simplement. Et enfin de quoi rester en vie. On en revient comme souvent aux habituels outils défensifs qui sont malheureusement nécessaires pour presque toutes les positions finalement. De mon côté, je joue donc Karin Taka, dont l'ultime permet effectivement de ralentir la partie puisqu'il empêche mon adversaire de s'accorder des buffs pendant un tour. Elle est immunisée et récupère de la vie quand elle se fait frapper, ce qui augmente sa survivabilité. Et elle a une excellente capacité de soutien défensive, puisqu'elle soigne un montant correct et gagne un soin de plus pour chaque ultime lancé par l'adversaire. Donc, plus votre adversaire tente de vous faire de dégâts, plus vous vous soignez en conséquence. Ensuite, bien souvent, la P3 est réservée à votre héros pour une question de priorité faute de meilleurs mots. Il aura simplement souvent plus d'utilité que votre P4 tout simplement. Chaque héros ou presque a un but et une utilité, mais pour faire simple, le héros terre sera là pour placer des boucliers et donc vous aider à prendre moins de dégâts au début du match. Le héros feu permettra de bloquer les effets indésirables de votre adversaire ou supprimer l'immunité de l'un de ses personnages. Et le main eau sera là pour récupérer des coups subis. Malheureusement, l'équilibrage n'est pas tendre. En effet, les héros terre et feu sont plus puissants à haute combativité et les héros vent et foudre à basse combativité. L'héroïne eau, quant à elle, sans être mauvaise, n'atteint jamais vraiment le potentiel des précédents. Elle reste cependant un choix correct à chaque fois. Je détaillerai les héros à la fin du cours pour ceux qui souhaitent une analyse plus poussée. Nous en verrons à ce moment-là. Ici, vous remarquerez que je ne joue pas mon héros en tant que P3, mais mon Hashirama Edo, qui, pour être utilisé au mieux, doit subir des coups. Il a un passif qui lui permet de récupérer de la vie et de réduire l'attaque et le ninjutsu des adversaires quand il est frappé.
Il me permet ainsi de protéger mon héros tout en réduisant petit à petit le potentiel offensif des ninjas adverses. Enfin, la P4 est bien souvent un personnage qui se résumera à des utilités de début de combat. À cause de la façon des joueurs français de favoriser leur P1, la P4 est bien souvent très faible finalement et mourra en premier. Elle est constituée de personnages ayant donc un effet immédiat, presque peu importe lequel. Si je devais en nommer deux qui sont les plus courants, je dirais Asuma Lame du Vent, qui est très souvent utilisé dans les équipes de Blitz, et Madara Edo Tensei, qui est à l'inverse utilisé dans des équipes no buff. Ici, je joue donc mon héros qui agit comme un support. Son ultime est là pour protéger mon équipe. J'utilise les passifs de soins et de réduction des statistiques adverses. Bref, c'est un support. Maintenant que vous avez compris le principe des positions, vous avez déjà un meilleur aperçu du team building, ou du moins de ce que chaque personnage est censé faire. De là, je vais expliquer ma façon de construire une équipe. C'est très certainement pas la seule, mais je ne peux pas expliquer les méthodes que j'ignore. Le premier point que je cherche à déterminer est simple. Quel genre de team est-ce que je veux jouer? Une team très agressive, destinée à gagner en 1 ou 2 tours? Une équipe plus lente, plus axée vers le tour 4-5? Une équipe de stall qui gagne au PV au tour 10? Une fois que j'ai fait ce choix, je peux passer à la seconde team. En l'occurrence, je vais refaire une de mes teams, puisque je l'ai déconstruite pour vous montrer, et choisir une équipe de blitz que je vais utiliser pour la lice. Donc, une équipe de blitz, il me faut un personnage qui peut taper très fort, très rapidement. J'ai beaucoup de personnages, je vous montrerai pas toute la liste, mais pour en nommer quelques-uns, dans ceux qui rentrent pour une blitz, j'ai donc Kakuzu, percé, Kisame, percé, les deux Raikage, percé, Kimimaro Halloween, Guy Porte de l'Extase et Naruto Ronin. Guy Extase, Naruto Ronin et les Raikage sont actuellement des personnages relativement faibles, notamment à cause de Kimimaro Halloween et du nombre de personnages qui peuvent augmenter les cooldowns des ultimes adverses. Nous allons donc les éliminer tout de suite. Il nous reste Kakuzu, Kisame et Kimimaro, et je ne vais pas mentir, je n'aime pas Kimimaro, je n'aime pas jouer ce personnage, donc je l'élimine également. Il me reste Kakuzu et Kisame, et pour la simple raison de sa puissance de feu et de sa place actuelle de god tier, je vais bien évidemment choisir Kisame. Kakuzu n'est pas le pire des personnages, mais il a été dépassé. Ces percées permettent en plus à Kisame d'atteindre un bonus massif de 160% en attaque et en ninjutsu, cumuler un ultime qui frappe tout le camp adverse presque sans animation, c'est destiné à aller très rapidement. Mon P1 est choisi, il me faut donc un P2. Si je regarde les tags de Kisame, vous pouvez voir, c'est un homme, il est de Kiri et il est de l'Akatsuki. Je vais mettre le tag homme de côté, le seul personnage que je vois qui en profite vraiment, ce serait Naruko, donc le Naruto Sexy Meta, qui n'est pas un mauvais personnage, mais que je ne compte pas jouer non plus. De Kiri, il a donc le support de Suigetsu Taka et Mangetsu, et il ne dispose pas de l'immunité. Un ninja comme Karin Taka, Itachi Edo ou Kurenai Ete peuvent donc lui être bénéfiques également. Je cherche à construire une équipe de Blitz, je peux donc retirer Karin et Itachi de la liste puisqu'ils sont tout simplement trop défensifs pour mes besoins. Mangetsu c'est un ninja relativement faible qui n'apportera que l'esquive, je peux donc le retirer également. Enfin, il me reste Kurenai et Suigetsu, on va faire la part des choses, je n'ai pas Kurenai, je choisis Suigetsu. Il réduit rapidement la défense de l'équipe adverse, il apporte un bonus de dégâts conséquent à mon Kisame chaque tour. C'est de toute façon le choix que j'aurais fait dans le cadre d'une team Blitz. Tout simplement, plus de dégâts, victoire plus rapide. Mon P3 sera ici mon main, j'accorderai les talents à mes besoins. Ultime de retraite des buffs, puisque ni mon P1 ni mon P2 ne sont immunisés. Attaque standard au choix, poursuite nécessaire. J'ai une tendance à privilégier le passif de soin au miroir, même si c'est un choix dangereux, je le préfère. Et surtout Kisame ayant un grand besoin de chakra pour faire ses dégâts, je prends le passif qui me permet d'en générer. Pour finir mon P4. En tête, 2 me viennent rapidement. Asuma Lame du Vent, qui me donnera du chakra immédiatement tout en conférant un bonus supplémentaire de dégâts tant qu'il est en vie, et que Kisame dispose de 70% de sa vie ou plus.
et Conan Kimono, qui apportera un peu de contrôle et sera plus défensivement viable, au prix d'une légère perte de dégâts. Je vais choisir Conan, principalement parce que j'ai jusque-là toujours joué Asuma, et j'ai envie de changer un petit peu et d'essayer avec Conan Kimono. Pour finir ce cours, j'ai préparé quelques équipes pour vous montrer ce qu'on peut retrouver comme archétype. Toutes ces équipes, à l'exception de la quatrième, ont un jour ou l'autre eu un impact sur la méta, qui est donc un abrégé du metagame, qui est, si je devais faire une comparaison, un peu comme le bassin où on va retrouver toutes les équipes les plus fréquentes du jeu. À ne pas confondre avec la méta META en majuscule, qui est un acronyme, et qui désigne la tactique la plus efficace actuellement valable. En l'occurrence, les deux sont souvent liés, puisque le metagame est bourré de teams qui sont très efficaces pour gagner, tout simplement. Celle que l'on vient de refaire est donc un archétype de Blitz, des équipes destinées à finir très rapidement les combats, mais qui peuvent peiner quelque peu lorsque les matchs viennent à durer. On les retrouvera très souvent en lice, puisque c'est un mode time attack, votre but est de gagner très rapidement et de passer à la suite. La seconde est aujourd'hui assez vieille, elle ne parlera sans doute qu'aux anciens joueurs de la V2, et c'est un archétype immortal. Une équipe lente qui gagnera bien souvent autour 10 parce qu'ils auront tout simplement plus de vie que vous. Celle-ci se reposait sur Anne pour retirer les buffs adverses et sur le scaling de Roshi. Elle se jouait en main eau et pas feu, et notamment avec le talent poison. Roshi était à l'époque l'un des rares personnages immunisés. Il enflammait les adversaires qu'il frappait, il empoisonnait ceux que lui-même frappait. Et vous vous retrouviez donc avec un adversaire criblé de debuffs. Votre main eau et votre Sakura le soignaient en permanence. Sa défense et son ninjutsu augmentaient au fur et à mesure qu'il se faisait frapper. Aujourd'hui, cette équipe n'est plus jouable, bien sûr, nos dégâts sont tout simplement trop élevés pour ce pauvre réceptacle de Son Goku. C'est un ninja que j'aime beaucoup, mais je ne l'aurais tout simplement jamais vu à son plein potentiel. J'ai commencé le jeu beaucoup trop tard. La troisième est un archétype no buff, qui utilise donc Madara Brisement, un personnage essentiel à ce genre de team grâce à son passif qui lui permet de virer la barrière et tous les buffs au début du combat, ce qui vous permet donc de le faire même si vous n'avez pas l'initiative. Cette équipe se permet de garder Iruka. Attention, il s'agit d'un Iruka percé avec sa compétence Y qui lui permet donc de le poser au début des tours, enfin, ou du moins avant la première de ses actions, ce qui n'est donc pas bloqué par Madara. Et une Kushina qui donc va prendre des coups et gagner en dégâts et en crit et finir par écraser votre adversaire. Cette équipe se joue à mes yeux plutôt en terre, mais le main feu est tout à fait valable également. La quatrième est donc ma team principale, il s'agit d'une team tempo. Mon but en début de match est de ralentir mon adversaire pour rester en vie et permettre à mon Sasuke d'absorber un maximum de chakra jusqu'à ce qu'il fasse suffisamment de dégâts pour détruire mon ennemi. Enfin, la dernière est un exemple rare de team double DPS. Comme je l'ai dit, bien souvent en France et dans d'autres pays à part la Chine, vous vous concentrerez en premier sur les équipements de votre P1. Ce qui veut dire qu'il aura une large avance de combativité et donc de dégâts sur votre P2. Ici, la différence est comblée par le scaling de Kakuzu et cela lui permet de passer outre son manque de stats. Un autre exemple commun actuellement serait donc la team Kimiruzen à base de Kimimaro Halloween et Edo Hiruzen. Sur ce, je passerai à l'analyse des mains. Pour ceux qui souhaitaient s'arrêter et simplement voir ma façon de créer une team, je vous souhaite une bonne journée. Pour les autres, voici le proxy. Je vais commencer par le main tier puisque c'est celui qui m'est proposé en premier et passerai brièvement sur chaque ultime pour vous, ou plutôt sur chaque compétence, pour vous expliquer qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. Le premier ultime provoque donc interruption chaque tour lorsque vous avez un bouclier. Ce n'est pas mauvais en early, mais ça a un gros problème, c'est une interruption de P3. Vous n'avez rien à interrompre, à part l'ultime du main adverse, c'est donc malheureusement inutile, même si j'aime bien le principe. Doton.roche Supra, qui inflige donc des dégâts à peu près corrects en début de jeu,
et surtout confère un bouclier à votre équipe. Celui-ci est bien meilleur à mes yeux, notamment en début. Malheureusement, il coûte 40 points de chakra et ce sera donc très vite oublié. Point roche supraléger, toute votre équipe obtient une attaque standard ordinaire. Et bien que ce ne soit pas noté, cela permet également de retirer un étage de debuff. De même, ce n'est pas mauvais, mais 42 chakras coûtent relativement cher. Et ce n'est de toute façon généralement pas les attaques standards qui vont réellement faire des dégâts dans votre équipe, mais bien l'ultime de votre perso. Enfin, le mur de chakra donne un bouclier basé sur 50% de sa propre résistance à une colonne et en plus vous permet de regagner du chakra. Ce sera en général l'ultime qui sera joué par presque tous les mains terre que vous croiserez, tout simplement parce que à partir d'une certaine combativité, il va s'agir d'un bouclier de, disons, 8-10 000 points sur 3 personnages, en plus de récupérer 60 points de chakra dès le tour 1. Ça vous permet de bloquer les tentatives de blitz, de garder votre P2 à P4 en vie, ou du moins essayer, et éventuellement, si vous en avez besoin, également de regagner du chakra. Les percées élémentaires affectent les deux premiers ultimes. La première inflige ralentissement en plus du coup de poing, la seconde également. Ce sont des percées que j'aime beaucoup leur animation, j'aime beaucoup le principe. Malheureusement, les ultimes ne sont pas assez bons. L'attaque Taijutsu, qui donc est très simple, probabilité de faire combo de 5 et de faire haute lévitation. Ce sera sympathique au début, mais on passera vite dessus. De même pour le second, qui tape 3 adversaires en ligne, votre P3 ne fera de toute façon pas de dégâts. Le bouclier en revanche est exceptionnel et c'est tout simplement l'une des raisons principales de jouer le main terre, cumuler plus de boucliers pour rester en vie le plus longtemps possible. Après tout, ce sont basiquement des PV virtuels qui prennent les dégâts avant votre barre de vie. Enfin, le Doton sismique, à l'instar des deux premières attaques, sont ignorables. A noter qu'il y a une percée élémentaire haut sur le Konoha Senpu, même si je ne vois pas bien le lien entre les deux, qui est tout aussi inutile. De toute façon, le bouclier amélioré sera joué dans tous les cas. Refoulement vers chute, chute vers petite lévitation vers refoulement, ce sont toutes les mêmes, c'est tout simplement au choix ou plus ou moins en fonction de ce dont vous avez besoin. La fleur de lotus recto provoque également inflammation, c'est un petit bonus, surtout au début. Sursaut de force, alors, il y a tellement à redire là-dessus. Vous l'avez déjà entendu, notamment lorsque j'ai parlé d'Ashura, j'ai beaucoup de problèmes avec les scaling qui sont split comme ça, qui augmentent l'attaque et la défense. Pour moi, il faut vraiment faire un choix, soit attaque et ninjutsu, soit défense et résistance. En Chine, ça a été modifié, et désormais, il s'agit bien de 5% de défense et de résistance, et il me semble bien qu'il s'agit de 7% une fois percé. C'est bon, notamment parce qu'il s'agit d'une compétence de P3. À partir d'un certain point, une fois que vous serez suffisamment stacké, ce sera très utile. Ça vous permet de garder votre P3 en vie et donc de poser plus de shield et donc de garder toute votre team en vie. À basse combativité, comprendre en dessous d'au moins 800 000 à 1 million, oubliez-le totalement et de toute façon, tant qu'il augmentera l'attaque, oubliez-le totalement. Pose de victoire, plus 30% d'attaque et ninjutsu sur les ninjas qui ont un bouclier, excellent, rien à redire. Votre spécialité c'est de poser des boucliers partout, si en plus ça augmente les dégâts, que demande le peuple. Le buff terre, c'est donc un buff qui est présent sur tous les mains, chacun donc de leur élément. Et c'est un buff que je trouve pour tous les mains mauvais. Certes, 40% de taijutsu et ninjutsu pendant 5 tours, ça paraît bon. Mais non seulement vous vous restreignez dans vos éléments, mais en plus,
entre 40% et 30%, la différence est minime. À vous de choisir. Mon choix a été fait en tout cas. Et le Shinra Bancho. J'ai beaucoup de mal avec cette attaque, je l'ai déjà vu faire la différence. Mais je préfère mon bouclier à des dégâts de P3, même s'ils font immobilisation. L'auto-attaque conférée par le Shinra Bancho absorbe également un peu de chakra, ce qui peut jouer. Le buff terre est haut, donc de même, chaque ninja, une fois percé, donne ce double buff. Je le trouve quand même mauvais, à l'exception de très rares équipes, notamment pour le main feu, j'y reviendrai. Voilà, tout simplement, comme je le disais, 10% d'attaque, 5% de défense, on s'en fiche. Mais 7% de défense et de résistance, une fois que vous serez sacrément stacké, ce sera intéressant. Enfin, en deuxième passif, un bouclier de 40% de votre résistance sur 9 alliés. En GGS, c'est très bon. En 1v1, c'est très bon. En 3v3, c'est très bon. C'est excellent partout. Que dire de plus? Rien. C'est un excellent passif qui vous permet de poser, à mon niveau, peut-être 10 ou 11 000 de boucliers sur toute mon équipe dès le début du combat. La super armure et en plus un scaling défense et résistance. Le scaling a été enlevé en Chine et à la place, votre héros s'octroie plus de boucliers. Je préfère la version chinoise, tout simplement parce que j'ai toujours eu du mal avec les scalings qui dépendent de la vie qu'il vous manque. Ce sont généralement des très mauvais scalings. Vous devez perdre quelque chose pour gagner et malheureusement, ce n'est jamais rentable. Défense du cœur, plus 40% de résistance et 20% de défense tant que votre personnage est en vie. C'est également correct, mais on préfère le bouclier en début, sauf si vous jouez évidemment Madara Brisement. Guide technique, au début du combat, vous vous immunisez, vous et un ninja homme, contre les états indésirables, et vous octroyez un bouclier basé sur 40% de votre résistance pendant 2 tours. C'est correct, malheureusement presque aucun P1 n'est aujourd'hui pas immunisé. On préfère donc pouvoir protéger toute l'équipe. En percée, augmente la résistance et la défense de l'équipe de 40%. Encore une fois, même utilité qu'au début. C'est correct si vous jouez Madara Edo, mais on préférera souvent le bouclier. Main O. Un sacré souvenir celui-là. Ses ultimes. Inflige à l'équipe adverse des ninjutsu haut, empoisonnement, ça se cumule. Pourquoi pas, au moins au début de jeu. Mais on préfère rapidement le Daikodan. Bon sang. Celui-là, beaucoup de monde doit s'en rappeler. Le fameux Main O Daikodan. Les dégâts sont corrects. En fait, la raison pour laquelle tout le monde s'en rappelle, ce sont les chances de coup critique augmentées combinées à la neurotoxine, sur lesquelles on va revenir. C'est à noter qu'il absorbe également le chakra, ce qui est donc très très bon. La régénération des cellules, donc un soin pour toute l'équipe qui dissipe tous les effets indésirables une fois tous les 3 tours. Le soin est correct, le fait de dissiper les debuffs est correct. C'est en général l'ulti que vous allez jouer à partir d'une certaine combativité. Et le bazooka à queue. Le pire ultime, presque tout main confondu je pense. Les dégâts sont médiocres. Le fait de virer les boucliers et buffs est très sympathique mais sans plus. Et il provoque haute lévitation, c'est médiocre également. En Chine, il vire également la super armure pendant 2 tours. C'est mieux, mais c'est quand même médiocre. Ses ultimes percées provoquent empoisonnement et paralysie. Et le requin provoque également paralysie. Vous ne jouerez de toute façon généralement aucun de ces deux ultimes, donc ça n'a que peu d'importance. Même si le Daikodan Super Chidori est plutôt joli, on ne va pas se mentir. Son attaque taijutsu a une chance d'infliger coup critique, ça nous est égal. Un soin
un soin, un soin, un soin. Premier soin du jeu après Sakura et Ino, je pense. Non, je n'en oublie pas. Soigne le ninja avec le moins de vie, lui dissipe tous ses effets indésirables et a une probabilité de soigner 2 ninjas. C'est un bon soin, c'est de toute façon l'attaque que vous allez souvent jouer avec ce main. C'est un support après tout. Tornade de bras à queue, probabilité d'un enchaînement de 3 et blocage méridien. Au début du jeu, quand vous aurez peu d'adversaires immunisés, ce blocage méridien peut vraiment vous sauver la mise. Mais une fois passé un certain seuil, plus aucun intérêt. Enfin, la force surhumaine est mauvaise. De toute façon, ce sont des dégâts de P3. Que ce soit basé sur le maximum de points de vie ou pas, ne changera rien. Ce n'est pas bon. La paume mystique augmentée augmente les soins de 25%. Vous soignez toujours 1 à 2 personnes. Vous virez toujours les debuffs. Mais en plus, les soins ont été augmentés. Que demande le peuple? Et le Zapping Whip, je n'avais jamais vu le nom et il est affreux, qui fait toujours la même chose mais ignore également une partie de la défense et de la résistance adverse. C'est très sympathique mais encore une fois ce sont des dégâts de P3. Peut-être si vous jouiez un main haut Daikodan, mais je ne le recommande pas du tout. Petite lévitation, refoulement, refoulement, petite lévitation. Chute vers haute lévitation et coup critique, c'est important, on y revient juste après. Et le cornet à queue qui vous permet de passer d'un combo de 10 à un combo de 20. C'est relativement utile dans certains cas, mais ce n'est pas incroyable ni exceptionnel. L'amélioration du ninja Suiton, j'en ai déjà donné mon opinion. Et la neurotoxine, ok. C'est pour ça que je parlais du Daikodan et du scalpel du chakra. Voilà, c'est très simple, vous faites un coup critique, votre adversaire est KO, ce qui fait que donc il attaquera ses alliés. Rien de plus à en dire. Ça permet au début de jeu de pouvoir ruiner la vie de vos adversaires jusqu'au niveau 55 environ. Vous comprendrez également pourquoi quand j'attaquerai le main foudre. À lancer un requin, critique toute sa team et bloquer toute sa team pendant un tour. Ça peut être insupportable. Évidemment, une fois passé un certain point, quand tout le monde est immunisé, ça ne sert à rien. Et vous jouerez donc la connaissance de médecin qui augmente les soins que vous apportez. Encore. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes là pour soigner vos alliés. Si on vous propose de le faire plus, vous n'allez pas vous en plaindre. L'absorption d'énergie est très particulière. Donc, dès qu'une unité meurt, vous regagnez 30 points de chakra et vous gagnez 15% de ninjutsu. C'est limité à 2 fois par tour. Ce qui fait qu'au mieux, vous allez regagner 62 chakras et gagner 30% de ninjutsu. Et c'est relativement moyen, tout simplement parce que les soins sont basés sur votre ninjutsu de base, pas sur votre ninjutsu actuel. Du coup, même avec ce gain, vos soins n'augmenteront pas. Et du coup, ça ne sert pas à grand chose, sauf si vous avez vraiment besoin d'un générateur de chakra. Là, comme ça, je ne vois qu'un Deidara Edo Tensei qui ne serait pas percé. L'étiquette Senjutsu est de toute façon globalement inutile, donc on ne l'abordera même pas. Buff eau et foudre, de même. Et les soins sont augmentés de 50% au lieu de 40%. Encore une fois, vous soignez plus que demande le peuple. La technique du clone. Donc, vous invoquez un clone qui est relativement solide, il a quand même 60% de vos HP. Il utilise la tornade de bras à queue, cette attaque-là, mais lui a de fortes chances de réussir ce blocage méridien. À sa mort, il vous rend 30 points de chakra. C'est correct, mais ça manque un peu et ça ne sert en fait pas à grand chose. Le clone va mourir rapidement parce que même s'il a beaucoup de vie, il a peu de défense et de résistance, donc prend très cher. Son combo ne sert pas à grand chose puisqu'il ne fait pas de dégâts vu que c'est un clone et que de toute manière la méta est immunisée. En Chine, encore une fois, au début des tours 1 et 5, vous invoquerez un clone qui, au lieu d'attaquer avec ceci, lancera votre soin.
Et ça par contre c'est très très bon. Tout simplement parce que vous avez un deuxième soigneur ou un troisième soigneur dans votre équipe. De quoi vous voulez vous plaindre? Toujours plus de soins. Poison raffiné. Les ninjas de l'équipe qui infligent des dégâts taijutsu provoquent empoisonnement. C'est un très bon talent de début, notamment avec Fuguki Suikazan et Tensei si vous l'avez. Ça vous permet d'empoisonner rapidement toute la team adverse et de faire de gros dégâts. Malheureusement, une fois passé un certain seuil, eh bien, tout simplement, immunité, donc pas de poison. La recherche ninjutsu. Avant la première action de chaque tour, vous infligez des dégâts ninjutsu non critiques. Alors, ces dégâts non critiques sont effectivement faibles. De mémoire, la dernière fois que j'ai testé, ça devait être environ 300 ou 400 sur des dizaines de milliers de PV. Et vous pouvez en mourir. Ça m'est arrivé. Vous vous sentez très bête quand vous survivez à 300 HP, très fier, et vous voyez votre héros commencer à faire ses signes, perdre 400 HP et mourir bêtement alors qu'elle allait se soigner. En revanche, après le CD de l'ultime baisse de 1 tour, c'est plutôt bon et ça permet accessoirement de spam le Daikodan si vous avez la première attaque. Chaque tour, petit requin à queue dans la face de l'adversaire, ça lui mettra le KO, ça volera tout son chakra et ça lui fera bien les pieds. La permutation, jusqu'à 2 attaques qui peuvent être esquivées par tour, vous avez 40% de chance. Alors celui-là, je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais j'ai vraiment eu tellement peu de chance avec cette esquive que j'ai décidé de ne plus l'utiliser. C'est aussi simple que ça, j'ai eu trop peu de chance, j'ai l'impression de rater toujours mes esquives, de mourir à chaque fois, et donc je l'ai abandonné. En Chine, ça a été remplacé par une esquive à l'instar de Naruto, Hermit Rikudo, Minato et Tensei, etc. À savoir une esquive presque garantie. Il me semble qu'il s'agit de 90 à 95% de chance d'esquiver, mais une seule fois. Ce sera bien meilleur et beaucoup plus consistant. L'expérimentation ninjutsu percée vous augmente également de 10% votre ninjutsu et votre critique de 5%. C'est correct, encore une fois, avec le Daikodan, mais vous jouerez rarement le Daikodan aujourd'hui. Main suivant, œil rouge. Un autre top tier, voire le meilleur main à haute combativité. Balsamine inflige des dégâts de feu et inflammation à 2 ennemis, et quand vous avez un clone, cela réduit le CD d'un tour. Les dégâts sont corrects, l'inflammation est correcte, au début de jeu c'est tout à fait sympathique. Katon, super grande technique du feu du dragon. Un nom qui en jette, pour un ultime qui en jette en début je trouve. Effectivement, ça fait des dégâts plutôt bons à presque toute l'équipe adverse. Vous pouvez le lancer tous les tours si vous avez un clone. Sincèrement, il n'y a pas grand chose à jeter dedans, au moins au début. Plus tard, effectivement, ça vous paraîtra totalement inutile, mais au début, profitez-en, c'est un bon ultime. Ardesso, saut de Gouren, inflige des dégâts, retire l'immunité et provoque immobilisation et étreinte céleste. Et quand un clone est présent, le CD baisse de 1 tour. Ça se lance tour 1, ça ne coûte pas de chakra, et ça supprime l'immunité d'une cible en plus de lui mettre un hard CC. Que demande le peuple? Vous avez un contrôle presque assuré. Miroir illusoire vous confie un petit bouclier vraiment un petit bouclier, hein. C'est l'équivalent d'une auto du main terre. Mais c'est à une équipe choisie, donc au moins 4 personnages, et vous retirez tous leurs debuffs en plus de les immuniser jusqu'à la fin du tour. Et ça, c'est très intéressant, même quand votre équipe est déjà immunisée. Les 2 percées de terre sont sur les ultimes qui ne sont pas si intéressants que ça malheureusement, même si j'aime beaucoup leurs animations. Encore une fois, ils ont vraiment fait un boulot qui est plutôt cool pour les percées élémentaires. Je pense que personne ne me contredira vraiment là-dessus. L'attaque taijutsu, probabilité de faire combo 3, petite lévitation, inflammation.
elle n'est tout simplement pas si intéressante. À titre personnel, je préfère la technique d'inflammation qui a une probabilité de faire l'enchaînement de 10, tout simplement parce qu'elle ne peut pas être esquivée et que les dégâts sont corrects. Le temple du Nirvana peut infliger sommeil, ce qui est très bien en cas de personnage pas immunisé en face. Et la tension endiablée attaque 4 adversaires au maximum et peut les enflammer tous. Encore une fois, le main feu est plutôt bien desservi au niveau des attaques standards. Les percées sont correctes, touche de skill plutôt jouée. Un des deux permet de toucher sommeil à une chance sur 7 sur une deuxième personne. L'autre donne l'inflammation. Bon. Les poursuites, chute et aveuglement. Bon. Petite lévitation et refoulement et Soguren. Très bon également. Petite lévitation et inflammation. Bon. Combe 10, inflammation. C'est ok. Toutes les poursuites sont relativement correctes. Mention spéciale à l'entrave céleste, juste parce que l'entrave céleste est un excellent debuff qui est exclusif au main feu. C'est passif en revanche. Et là, on a du bon et du vraiment moins bon. Augmente le ninjutsu et le taux d'enchaînement des ninjas de Iden de l'équipe de 40% pendant 5 tours. Alors pour vous donner une idée, je vais faire ça, cultiver. On dit bonjour à la Tsunade dont personne ne veut. On va regarder les Iden. On a quoi en Iden? Le main feu. Sasuke Rinnegan. Hashirama Edo. Shoji, mais Shoji tout le monde s'en fiche. Suigetsu. Shisui, Itachi. Bref, les Uchiha. Kushina. Les Yuga. Hashirama. Beaucoup plus de persos que ce dont je me rappelais dans l'ensemble. Mais malheureusement, très peu qui en profitent vraiment. Surtout, 40% ninjutsu, c'est très bien. Ça, y a pas de souci. Mais 40% de combo, tout le monde s'en fiche. Personne n'en a besoin. Et encore plus quand on compare à ce qui arrive. La technique du télescope. Un miroir. La première fois, chaque tour que votre équipe va prendre un debuff, vous allez le renvoyer. Il n'y a rien de plus à en dire, c'est un excellent talent de soutien. Le buff feu, on s'en fiche. Et tant que votre héros est en vie, votre camp voit son ninjutsu augmenter de 15%. Et quand un ninja du camp lance une attaque ninjutsu, il se soigne de 10% de ses dégâts. C'est très bon à partir d'un certain point, une fois que vous êtes stacké. Le simple fait de pouvoir vous heal est très très bon. Alors, je parlais du buff feu-terre. Pourquoi il est plus intéressant que les autres? Tout simplement à cause de la team double DPS que je montrais plus tôt. Puisque du coup, ça vous permet de buff Kakuzu et Deidara. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le ninjutsu Urge augmenté qui donne 5% de ninjutsu en plus et soigne 5% en plus. Bon. Excusez-moi. Le clone. Le clone est relativement squishy, il n'a que 45% de PV au lieu de 60. Son attaque ordinaire vous permet d'en lancer une de plus. Et il peut esquiver les ultimes. En Chine, il est invoqué au début du tour 1, 4 et 7. Alors que chez nous, il est seulement invoqué au tour 1. C'est plutôt un bon passif. Avant la première action de chaque tour, restaure 40 points de chakra et quelques points de vie. Si vous avez besoin de chakra, c'est très bien, sinon on peut passer. Illusion de mort, avant la première action de chaque tour, réduit le ninjutsu de 3 adversaires aléatoires de 8%. Le chiffre est trop bas pour qu'on en ait réellement besoin. Unique, avant sa première action chaque tour, dissipe tous les effets indésirables, devient immunisé aux effets indésirables jusqu'à la fin du tour et augmente son ninjutsu de 20%. Pour un P3, c'est mauvais. Pour QB, c'est génial. Et le miroir percé, et là, on rentre dans le gros. Avant la première action, au lieu de 8%, vous retirez désormais 12% et 20% de chance de coup critique. Ça a été nerf en Chine, ça a été réduit à 10% de ninjutsu et 15% de taux de critique. C'est simple, sur cette ligne là, vous voulez le clone et une fois que vous débloquez la percée, vous voulez la percée. C'est aussi simple que ça, c'est incroyable. 20% de critique, ça fait une grosse différence.
Il nous reste le main event, qui est sans doute le moins chanceux du lot. On va vite comprendre pourquoi. Inflige à la cible un ennemi aléatoire des dégâts vent et cause aveuglement. Très bien. Tourbillonnement géant. Refoulement sur une personne. Très bien. Les deux sont en réalité, évidemment, très mauvais. Ce sont des ultimes qui ne font pas de dégâts, qui ne servent à rien, qui n'ont aucune utilité concrète. La danse de stimulation est par contre tout à fait correcte et c'est en fait presque la seule utilité de ce personnage. Ça permet, une fois lancé, d'effacer complètement les cooldowns de toute l'équipe sauf elle et de virer tous les debuffs. Concrètement, voilà, votre Dominato vient d'ultime, il a 3 tours de CD, vous lancez l'ultime, il repasse à 0, vous pouvez ulti au tour prochain. C'est très bon, malheureusement, aujourd'hui, tous les personnages méta ont une façon ou une autre de relancer leur ultime d'eux-mêmes juste après. Donc, dommage. En Chine, ça réduit également le coût en chakra des ultimes, ça ne suffit pas, c'est quand même mauvais. Le Senpo vendu désert, vire les buffs et les boucliers. C'est plutôt pas si mauvais, c'est juste inférieur à la danse de stimulation. Les deux ultimes sont encore une fois très jolis et très inutiles, à l'exception du Rasengan enflammé géant, qui est basiquement l'outil indispensable des tryhards de la course vers le sommet. Si vous faites ce mode, vous en verrez très souvent. Ces attaques standards sont tout aussi inutiles malheureusement. La première a une chance de lancer enchaînement de 10, mais de toute façon il s'agit d'un main P3, vous ne faites pas de dégâts. Le multiclonage est son autre utilité, qui est donc un clone, qui tankera 1 ou 2 coups à la place de votre personnage. Le souffle de la rafale attaque 3 adversaires à l'instar du Konoha Senpu du main terre, mais c'est inutile. Le Senpu Orbe Furie fait trop peu de dégâts. L'avantage c'est que le clone peut invoquer un troisième. Le clone percé peut invoquer un troisième clone. Et le Flaming Gust Dance est tout simplement mauvais également. Même raison que le Konoha Senpu. Refoulement vers chute 2 fois par tour. Ça combote bien avec Edominato. Ça combote bien avec personne d'autre. Si, les Minato. Les Minato en général, c'est très bien. Et c'est tout. Souffle divin, poursuit petite lévitation, avec lévitation aveuglement. D'accord. Poursuit après un enchaînement de 10, inflige à 3 adversaires des dégâts de vent. La lame bourrasque, si vous pouvez l'avoir, vous donne au moins l'avantage d'invoquer plus de clones. L'avantage est très mince, mais bon. Gardien de fleurs sauvage. C'est le passif que vous jouerez à chaque fois. Au début du combat, ça va vous donner à vous et à un autre ninja féminin de l'équipe l'immunité pendant 2 tours et un bouclier basé sur 40% de votre résistance. C'est correct, un main immunisé c'est très très bon puisque c'est le seul qui peut faire ça sans avoir besoin d'y investir un ultime. En Chine, c'est à noter que l'immunité du main vent ne peut pas être dissipée. La danse de ninjutsu est mauvaise pour la simple raison que c'est un P3 et qu'en général il aura avec lui en colonne le P2 et le P4 qui a l'intérêt de booster les stats de votre P2 et de votre P4, d'autant plus qu'il s'agit d'une ninjutsu et de la résistance, donc deux stats encore une fois dépareillés. Buff ninja vent, j'en ai déjà parlé. Régulation chakra, un ulti 1 passif extrêmement mal formulé. Quand votre héros est en vie et que l'un de vos personnages génère du chakra, le main regagne 12% de sa vie. Voilà, c'est tout. Ça vous demande donc que votre héros soit en vie, ce qui n'est pas si simple mine de rien. Et ça vous demande en plus de générer du chakra pour un bonus aussi misérable. Bref, à jeter totalement. Buff vent feu de même. 15% de vie au lieu de 12%. C'est pitoyable.
3 clones au début du combat, très bien. Ça nous permet d'avoir au moins une petite frontière au début. L'allure de reine, oh mon dieu. Chaque ninja fille de l'équipe fait augmenter son ninjutsu et son attaque de 25%. C'est inutile au possible. Vous êtes un P3 et même si vous étiez un P1, vous ne feriez quand même pas de dégâts. Oubliez, même avec ce plus 75% de ninjutsu et d'attaque, vous ferez 0. Super séduction, au début du combat, aveuglement à 3 personnages masculins maximum. Celui-ci est beaucoup plus correct en fait, notamment parce qu'il permet de faire sauter les dodges. Ça ne vaut pas les clones, mais c'est ok. L'absorption naturelle, chaque fois que vous lancez une poursuite, vous restaurez 15 points de chakra, vous gagnez 6% de ninjutsu et vous obtenez le senjutsu. Encore une fois, le senjutsu nous est égal. Le ninjutsu est trop faible, d'autant plus que vous êtes un P3. Mais le chakra peut s'avérer utile. C'était notamment le cas à l'époque des équipes avec Conan Ange. Et au début du combat, inflige aveuglement à 3 personnes et dissipe les buffs et boucliers. C'est ok, encore une fois, ça ne casse pas 3 pattes à un canard. C'est malheureusement, et de très loin, le main le plus faible à haute combativité. Et sabre nocturne, le dernier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Affliction éclair, blocage méridien et des dégâts ninjutsu et taijutsu foudre à la cible. C'est faux, ce sont des dégâts taijutsu pur foudre et blocage méridien. Blocage méridien, ce sera l'ultime que vous jouerez le plus souvent, juste parce que ça permet de bloquer un ultime adverse de P3. On pensera très souvent notamment au bouclier du main terre. Le katana du Chidori inflige à 6 adversaires maximum des dégâts ninjutsu, taijutsu, food, paralysie. Et si votre adversaire a 0 de chakra, les dégâts augmentent de 50%. Ce sera peu joué en fin. Comment dire? À haute combativité, ce ne sera pas joué. Mais à basse combativité, quand vous pouvez encore jouer votre héros en tant que P1, cet ultime est sans doute l'un des meilleurs du jeu. Il fait très mal. Les 50% de dégâts bonus sont incroyables. Bref, ça peut être absolument catastrophique pour votre adversaire. Point blindé Raiden, 3 attaques ordinaires. Il n'y a que 2 teams dans lesquelles ça marche. Une team sanglot avec Madara, Iruka, Danzo qui consiste à monter à 100 chakra T1 et espérer raser l'équipe de votre adversaire en lançant des attaques encore et encore. Une équipe donc qui ne marche plus du tout. Et une team Tendo où vous générez 80 de chakra avec rapidement, qui ne marche plus non plus depuis des années. Yaido éclair. Inflige des dégâts à la cible, marquage, paralysie. Et si vous avez plus de chakra, l'ultime n'a plus de CD et ne consomme pas de chakra. C'est très mauvais. Pas d'interruption, pas d'intérêt en général. Les dégâts sont très faibles. C'est un mauvais ultime. Pardon. Vacuum Sealing Slash qui, en plus de faire le blocage méridien, retire les buffs et boucliers. C'est encore meilleur. Vous voulez cette ultime. Le Chidori Cyclone ignore les boucliers, ce qui est tout à fait correct. Mais en late, vous ne jouerez de toute façon pas votre main P1, donc bouclier ou pas, ça ne changera pas grand chose. Les attaques peut causer refoulement, peut causer chute et coup critique. Les deux premières sont grosso modo similaires, les deux sont kiff-kiff. La troisième en revanche attaque la cible avec le moins de HP avec des dégâts corrects. Ça peut être utile, même si c'est pas celle que vous jouerez en late en général. Vous voudrez la concentration. Elle vous rend la vie, elle vous donne du chakra et elle vous immunise jusqu'à la fin du tour. Malheureusement, en late, le main foudre est très principalement là pour ses passifs et son auto est donc la seule chose qui l'intéresse puisqu'elle permet de le garder en vie. La bourrasque, forte probabilité de faire chute et un coup critique, c'est très bien.
ignore une partie de la défense et la résistance, c'est très bien. Mais de toute façon, on le répète, ce n'est plus un P1 à partir d'un certain point. Et du coup, eh bien, vous ne jouerez presque jamais ces attaques. Refoulement vers chute. Chute vers petite lévitation vers refoulement. Celles-ci sont kiff-kiff. Haute lévitation vers petite lévitation, combo 10 et paralysie. Elle est plutôt bien, elle permet des gros combos. En début, elle permet de coller un debuff, c'est très sympathique. La tactique d'embuscade. Quand le héros est présent, le camp reçoit 20% d'attaque et lancer une attaque taijutsu donne 25% de PV. C'est, à mes yeux, l'un des meilleurs passifs du main foudre. Il permet tout simplement de vous sustain, notamment au début du jeu, où en étant à genre 1000 HP sur 10 000, vous lancez juste votre katana du Chidori et vous repassez full vie instantanément, c'est incroyable. Volonté de combattant. Au début du combat, 3 escrimeurs voient leur attaque augmenter de 40% et quand ils tuent un adversaire, cela remet le délai à 0. Ça dure 5 tours. Je n'aime pas du tout ce passif, je préfère le premier. J'ai vu des gens le jouer avec Kimimaro Halloween, je reste plus que dubitatif. Amélioration Rayton, on en a déjà parlé, sanglot. Une fois que vous avez au moins 20 chakras en poche, chaque fois que vous gagnez du chakra, vous augmentez votre attaque et votre taux de critique. Une fois full chakra, donc, vous avez 160% d'attaque et 80% de taux de critique. C'est bon, mais malheureusement, ça ne suffit pas à justifier de le jouer. Parce que vous n'aurez pas assez de dégâts. Les dégâts de base du personnage sont trop faibles. Foudre et vent, on en a parlé. 5% de taijutsu en plus et 5% de soin en plus. C'est tout à fait décent. Les clones. Au début du combat, vous invoquez 2 clones qui ont 40% de vos HP chacun. C'est donc relativement peu, mais comme vous en invoquez 2, ça compense. Ils font facilement un combo et ils attaquent avec la lame d'assassinat éclair. En 7.0, ils sont invoqués au tour 1, 4 et 7, mais il s'agira désormais d'un seul clone. Fantôme hémophile, vous lancez 2 attaques par tour et si une tue un adversaire, vous en relancez une de plus. On voit beaucoup de gens au début du jeu prendre ce talent, je ne le conseille pas à cause des racines. Au début du combat, 3 de vos escrimeurs deviennent immunisés et gagnent 100% de résistance pendant 2 tours. Ce passif incarne la seule raison, ou presque, pour laquelle le main foudre est joué à haute combativité. Donner l'immunité à 3 personnages et un gain massif de résistance pendant 2 tours. C'est un excellent passif. Si vous venez de commencer et que vous jouez main foudre, je vous conseille de jouer celui-ci dès que vous l'aurez. Expérience du terrain. Eh bien, le résultat de l'expérience, c'est que c'est une catastrophe. Chaque fois qu'un ninja meurt, vous ne pouvez donc même pas exploiter la mort des clones ou autres, le ninjutsu et l'attaque de ce ninja augmentent de 12%. En comparaison, on va prendre Kisame qui est un ninja méta. Chaque fois qu'une unité meurt, il gagne 10% de ninjutsu et d'attaque. Vous gagnez 2% de moins, mais ça s'applique sur les clones, ça s'applique sur les araignées d'un Deidara, ça s'applique sur les invocations. Bref, ça s'applique sur tout. Expérience du terrain, très mauvais. Elemental, Clone Combination Tactics. Globalement, c'est la même chose, sauf que lorsqu'ils combattent, ils réduisent le CD de l'ultime de votre main d'un tour. Voilà, on a fait le tour des mains. C'était beaucoup plus long que ce à quoi je m'attendais. Je vois 54 minutes du coin de l'œil sur OBS. Et j'ai brisé le 4ème mur sans le vouloir, mais ce n'est pas grave. Je ne referai pas 55 minutes d'enregistrement, c'est hors de question. Mais sur ce, le cours est fini. Je vous souhaite une bonne journée. J'applaudis ceux qui sont restés jusqu'au bout. 55 minutes, ce n'est pas rien. Et nous nous verrons dimanche prochain pour voir comme prévu Gaara au prochain cours.